Bonjour et bienvenue dans l'épisode 115 du podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats, de la recherche en histoire, consacré aussi en cette période de confinement aux films et aux séries historiques. On parle aujourd'hui de Dunkerque de Christopher Nolan avec Vincent Guignot. Vous retrouvez toutes les émissions du podcast, aussi bien sur des films et des séries que sur des livres ou des sujets de débat historiographique, sur le site parolehistoire.fr. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner également sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. Cette semaine, nous parlerons également du féminisme en Suisse dans les années 70 avec le film Les Conquérantes. On parlera pour finir vendredi du film Master and Commander et des romans de Patrick O'Brian dont il est tiré. Très bonne écoute. Pour parler du film de Christopher Nolan, Dunkerque, sorti en 2016, je suis avec Vincent Guignot. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis heureux de pouvoir en discuter avec vous à plusieurs titres, parce que d'abord, vous avez dirigé avec Christian Delage un volume, L'Historien et le film, republié récemment avec un chapitre additionnel sur Dunkerque que vous avez signé. Et puis, vous avez également fait de la figuration dans ce film. Donc, c'est rarissime, évidemment, d'avoir une star de cinéma au micro du podcast. Je suis très heureux de pouvoir en discuter. Je signale juste avant de débuter l'entretien que, comme on va parler d'un film de guerre, je renvoie, on l'avait déjà fait, mais je renvoie à la série des podcasts faits par Alexandre Jublin dans le podcast Le Collimateur, puisque il y a toute une série en ce moment pendant le confinement de podcasts sur les films de guerre les plus célèbres des dernières années. Il y a Le Soldat Ryan, il y a la Ligne Rouge, il y en a beaucoup d'autres, y compris des films peut-être dont on sera amené à parler au cours de cette discussion. Donc si vous aimez ce genre, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors on va parler donc de ce film Dunkerque, qui est un film qui a beaucoup divisé, qui est un film que je trouve assez fascinant. Peut-être pour commencer, dites-nous comment vous vous êtes retrouvé dedans, Vincent Guignot. Écoutez, par les hasards de la vie, mes filles étaient lycéennes à Dunkerque au moment du tournage, quand Hollywood a débarqué sur la plage de Dunkerque et de Malo. Comme on aura peut-être aussi l'occasion d'en parler, à la fois ce film s'inscrit dans une mémoire de l'événement très très forte dans la ville et sur le littoral autour de Dunkerque. Et donc, il a été fait massivement appel à la figuration locale pour le film. Donc, il y a eu un appel dans la presse demandant des figurants. Et un jour, mes filles, donc, qui étaient lycéennes, qui s'intéressaient aussi à l'histoire, m'ont dit « Mais tu sais, tu pourrais peut-être répondre à l'appel pour les figurants. Ils auront aussi besoin de vieux pour jouer les officiers. » C'est pas très sympathique, mais enfin bon, c'était pas faux non plus. Donc j'ai effectivement rempli. Alors c'était assez mystérieux parce que c'était pas le vrai titre du film. Copy Production ne disait pas tout. Et j'ai eu un jour un appel me proposant de venir faire de la figuration et de jouer le rôle d'un officier anglais s'enfuyant depuis la jetée avec l'acteur James Darcy. Donc en termes de star de cinéma, il faut vraiment faire un arrêt sur écran, zoomer au fond du bateau pour potentiellement, éventuellement, se reconnaître. Mais en tout cas, ça reste une expérience vraiment inoubliable. D'abord d'être dans une scène où on était très peu, donc on a vraiment vu Christopher Nolan diriger, on a vraiment vu l'équipe, les fameuses caméras IMAX, dont on parlera aussi peut-être. Donc voilà, c'était une expérience humaine également, puisqu'on rencontre d'autres collègues figurants, on se retrouve à dîner, au déjeuner entre officiers, parce que même si on se connaît pas du matin, l'uniforme fait que ça crée des affinités, donc on se mélangeait pas avec la troupe. Donc voilà, et puis c'était là aussi en tant qu'historien m'intéressant au film, au cinéma, se trouver tout à coup immergé non pas dans l'histoire mais dans sa reconstruction par Christopher Nolan, ça m'a donné matière à réfléchir et d'où, comme vous l'avez signalé, dans la réédition du livre qu'on avait écrit avec Christian Delage il y a maintenant quelques années, d'où la proposition qu'a accepté l'éditeur Éric Vigne d'ajouter un chapitre consacré à ce film, un peu dans la lignée des autres films dont on parle qui étaient centrés autour de la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc intéressant en tant qu'historien aussi de se retrouver dans ce dispositif, puisque je ne l'avais pas dit, mais vous êtes historien, conservateur du patrimoine, travaillant en ce moment à la direction de la recherche du musée du Quai Branly, et vous avez réfléchi donc au cinéma et à l'histoire, ce qui est d'ailleurs intéressant sur le film Dunkerque, puisque on va parler du film lui-même, et peut-être que pour commencer, il faudrait le réinscrire dans une
série de films de guerre auxquels il y a des références implicites ou explicites. Il y a évidemment des films qui concernent l'opération Dynamo elle-même et Dunkerque. On peut penser à Week-end à Zuidcote. Et puis, il y a évidemment toute une série de grands films patrimoniaux sur la Seconde Guerre mondiale qui sont en filigrane, en quelque sorte, de cette œuvre. Oui, alors on peut toujours inscrire un film dans, on va dire, une double filiation, celle que vous évoquez du genre, c'est-à-dire quand on va voir Dunkerque, on s'attend à voir un film de guerre. Donc on va à la fois refaire l'histoire des films ayant traité du même événement. Vous avez cité Week-end à Zuidcote, film totalement ignoré par Christopher Nolan dans ses entretiens. On peut également penser à un film qui est de 1958, qui s'appelait déjà Dunkerque et qui était l'adaptation d'un roman qui s'appelait The Big Pickup, qui racontait la rencontre, là aussi sur la plage, d'un petit bateau et d'une patrouille qui avait erré autour de Dunkerque. Donc on a cette filiation du genre. Et puis, alors j'allais dire deux, il y en a trois. Il y a aussi, c'est un nouveau film de Christopher Nolan, donc il y a tout un public qui ne vient pas voir un film de guerre, mais un film de Christopher Nolan. Donc il va chercher à inscrire ce film dans la continuité ou en rupture par rapport à l'œuvre de Nolan. Et puis il y a toutes les références que Nolan lui-même cite ou volontairement oublie de citer pour nous laisser chercher tout seul. Nolan va à la fois citer des films de guerre. Vous avez cité La Ligne rouge. Bon, c'est un film où Nolan parle dans ses entretiens, ou À l'Ouest, rien de nouveau. Mais il va aussi vous parler de Hitchcock, de Bresson, enfin d'une série d'autres auteurs ou d'autres films qui ne sont pas directement dans le genre, mais auxquels il fait référence dans la manière dont il raconte sa propre reconstruction de l'événement Dynamo. Alors c'est là qu'il faut sans doute en venir, puisque c'est un film, je l'ai dit au départ, qui divise. Régulièrement sur les réseaux sociaux, je discute avec des amis qui détestent ce film et pourtant qui adorent l'histoire, et d'autres au contraire qui sont comme moi très, très enthousiastes. Et je pense qu'au cœur de cette division, il y a ce qui avait d'ailleurs été relevé dans la presse au moment de la parution, ce que vous mentionnez dans votre article, finalement les attentes qu'on a par rapport à un film de guerre, puisqu'il faut le dire dès le départ, Dunkerque n'est pas un film de guerre traditionnel comme Le Jour le plus long. C'est même une volonté de Nolan de prendre le contre-pied complet du film de guerre traditionnel, narratif, didactique. Il y a un tout autre dispositif, peut-être qu'il faut le rappeler pour ceux et celles qui n'auraient pas vu le film, à quoi ça ressemble le film Dunkerque et en quoi c'est différent d'un film de guerre traditionnel. Ça fait deux grosses questions. Oui, on peut être commencer par ce que vous appelez le dispositif, c'est-à-dire évidemment Dunkerque n'est pas une traduction cinématographique d'un événement historique dont on connaîtrait tous les tenants et les aboutissants. C'est la manière dont Christopher Nolan reconstruit Dunkerque à partir de sources, on pourra peut-être aussi les détailler, qui sont des sources que les historiens connaissent et d'autres qui lui sont plus personnelles. Le film est construit autour de 3 temps et de 3 espaces. Ces 3 espaces-temps sont le môle, où de jeunes soldats attendent d'être embarqués. Parmi ces soldats et ces officiers, on va retrouver Kenneth Branagh qui joue le commandant Bolton, le peer officer, peer master, qui essaie d'organiser l'évacuation des soldats anglais. Un certain nombre de jeunes soldats connus ou inconnus, et la plupart ont des noms génériques, Tommy, Highlander, on connaît à peine leur nom. Et eux, on va les suivre pendant une semaine, attendant la semaine que durent les événements, parce que l'opération Dynamo, on le sait, c'est du 26 mai au 4 juin 1940, c'est cet embarquement de 340 000 soldats alliés, dont tout le corps expéditionnaire anglais. Donc c'est cette semaine de Dunkerque que l'on vit sur le môle ou sur la plage avec ces jeunes soldats. Premier espace-temps. Deuxième espace-temps, la mer et un bateau. C'est ce qu'on appelle un little ship, c'est l'équivalent anglais des taxis de la Marne dans la mythologie de la guerre. Donc ces petits bateaux venus évacuer ou aider à l'évacuation du corps expéditionnaire. On pourra reparler là aussi de la mémoire de ces petits bateaux, puisqu'ils existent toujours. Donc ce deuxième espace-temps, c'est en mer,
à bord du Moonstone, ce bateau donc mené par Monsieur Dawson et son fils, Dawson étant joué par Mark Rylance. Et puis un troisième espace-temps qui est celui d'un avion, d'un Spitfire, ou d'une escadrille. Et là, on est sur 1 heure, le temps d'épuiser les réservoirs et de combattre au-dessus de Dunkerque à bord de 2 Spitfire, dont l'un est piloté par un certain Farrier, joué par Tom Hardy. Voilà. Donc on a ces 3 espaces-temps, et le film, qui a reçu pour ça d'ailleurs l'Oscar du montage, réagence ces 3 espaces-temps, ce que Christopher Nolan appelle « the scaling of timelines ». Alors on pourrait appeler ça l'agencement des timelines, des lignes de temps, des chronologies, d'une manière qui est tout à fait déroutante, parce que évidemment ces trois espaces-temps peuvent tout à coup se croiser autour d'un même lieu ou d'un même moment, avec des points de vue différents. On peut avoir des phénomènes de flashback, un événement que vous avez déjà vu du point de vue du bateau, de l'avion ou du soldat, vous allez le revoir d'un autre point de vue. Et donc ces 3 espaces-temps se combinent, mais ne vont pas converger, ce qui n'y aura pas de happy end, voilà, chacun aura une fin propre. Et donc, c'est toute la subtilité du film de Christopher Nolan. Là, on peut repenser à toute l'œuvre de Nolan, qui est quand même une méditation sur le temps, l'espace-temps. Le film nous montre le croisement de ces 3 espaces-temps, 3 lieux de cinéma qu'il construit. Donc ça, voilà, c'est vraiment la construction très, très maîtrisée, dans lequel on peut là aussi en dire un mot. La musique joue un rôle fondamental, une sorte de polyphonie, de moments forts, de temps forts, de temps faibles, mais qui ne convergent pas. Il n'y a pas un climax, un moment où tous les personnages et où tout serait résolu. C'est pas du tout ça le projet. C'est l'agencement de ces espaces-temps qui donne son rythme et sa durée, d'ailleurs très courte pour un film de Nolan, qui donne cette durée de Dunkerque. J'ajoute sur ce point que vous venez d'en faire une mise à plat extrêmement claire, mais au moment où on est plongé dans le film en tant que spectateur, c'est quelque chose qui n'apparaît pas de manière explicite immédiatement. On doit soi-même agencer ces différents morceaux, comprendre, ne pas comprendre à certains moments, être dérouté, ne pas saisir pourquoi une image revient alors qu'on croyait l'avoir vue sous un autre angle, etc. C'est-à-dire c'est quelque chose avec lequel on se familiarise sans arriver tout à fait à le maîtriser. Même à la fin du film, il faut plusieurs visions pour arriver à saisir un petit peu ce qui se passe. Et là, il me semble que c'est ce que vous écrivez aussi dans votre article, c'est une volonté de Nolan de provoquer une sorte de désorientation du spectateur lui-même. Oui, c'est pour ça que j'ai intitulé le chapitre Une histoire désorientée, parce que, comme vous l'avez dit, même en revoyant le film plusieurs fois, on a l'impression de redécouvrir le film à chaque fois. C'est assez rare, qu'on soit confronté à ce phénomène, de réaliser qu'une image nous avait échappé lors d'une projection précédente et prend sens parce que on a réintégré la suite. Donc notre mémoire de spectateur est très très sollicitée. C'est un film qui est tourné en IMAX, qui est fait pour être vu en salle, qui est une expérience à chaque fois qu'on le visionne. Je pense que c'est pas un film qui est destiné à être dépioté, time-codé pour essayer. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut presque éprouver, parce que l'idée de Nolan, c'est bien celle-là, c'est de nous faire partager, vivre. Alors là, on pourra parler de la question de l'immersion ou pas, si c'est réussi, mais en tout cas, d'être au plus près de l'expérience des personnages de ces 3 espaces-temps, le pilote, le marin et le fantassin. Donc c'est vraiment un film très 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 construit, dont Nolan lui-même dit qu'au fond il n'y a pas de scénario. Ce qui peut être, vous parliez ce qui peut être choquant pour l'historien, c'est par exemple la manière dont Christopher Nolan lui-même résume au début du film par quelques intertitres une histoire qu'il qualifie d'une simplicité biblique. Alors que l'histoire, en général, on dit toujours c'est plus compliqué. Non, lui, il simplifie en disant non, c'est l'attente d'un miracle, le miracle de l'évacuation pour ces soldats, de retraverser la Manche pour le bateau et de ne pas se faire descendre pour le pilote de Spitfire.
C'est là où on trouve évidemment l'un des contrastes du film avec les films de guerre plus classiques qu'on a l'habitude de voir autour de grandes opérations de la Seconde Guerre mondiale, comme Un pont trop loin, Le jour le plus long, etc., qui exposent et prennent le temps d'exposer l'avant-plan, l'arrière-plan, les généraux autour de leurs cartes, et puis les soldats sur le terrain, et puis l'échelon intermédiaire du commandement de terrain, etc. Là, il y a différents échelons, mais il y a une chose qui est très marquée, c'est que c'est d'abord complètement unilatéral. À la différence de ces grandes productions hollywoodiennes des années 60-70, où on a toujours évidemment les Anglais, les Américains d'un côté, les Allemands de l'autre, chacun parlant sa langue. Là, on est purement d'un seul côté, l'ennemi, une chose assez abstraite, on n'entend pas parler allemand dans le film. Ah non, il y a absolument pas de contre-champ ou de contrepoint. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous parliez des critiques ou des controverses autour du film, c'est que c'est parfaitement assumé de la part de Christopher Nolan. C'est-à-dire il connaît tous ces films qu'on vient de citer, il les cite lui-même. On a une source pour comprendre le projet de Nolan, qui est l'entretien qu'il a accordé en préface, longue préface à la publication des textes, des dialogues du film, qui est très courte. Enfin, le texte est très court, puisque les dialogues sont très peu nombreux. Mais ce texte est un entretien, un dialogue avec son frère, Jonathan, qui est son scénariste, qui n'a pas travaillé sur Dunkerque, précisément parce que Nolan veut quasiment faire un film sans scénario. Et dans leur échange, Nolan dit qu'il ne veut pas faire ces fameuses sagas classiques avec un argument qui est, je vais traduire ce que Nolan dit. Nolan dit, je me souviens avoir décidé qu'il n'y aura pas de généraux dans leur quartier général. Je ne voulais pas de Churchill, je ne voulais pas de cartes, je ne voulais pas trop d'informations. J'ai eu cette idée que les personnages attrapent des informations des soldats sur le mur. Je donne ainsi assez d'informations aux spectateurs pour comprendre ce qui se passe au même niveau que les personnages. J'ai décidé cela car je regardais des films comme Un pont trop loin, qui est un grand film, mais à chaque fois que le film bascule chez les généraux, je décroche, je vois le quartier général allemand, je vois la Luftwaffe, cela me sort de l'expérience. Donc on voit très très bien que le choix de Nolan et son choix se réfère à ce qu'on pourrait essayer de qualifier ou de caractériser comme film de guerre traditionnel, qu'il connaît fort bien et qu'il ne veut absolument pas adopter. Il n'y a pas, comme vous l'avez dit, du coup, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est reprocher ça à Nolan, de ne pas faire le film. Qu'est-ce qu'un film de guerre traditionnel? Qu'est-ce qu'on veut dire? Eh ben oui, vous avez commencé à citer on va dire, les caractères originaux du film traditionnel. C'est un film avec plusieurs niveaux hiérarchiques, les généraux qui tentent de contrôler ce qui se passe dans un quartier général, les soldats sur le terrain, la présence de tous les belligérants s'exprimant dans leur langue, si on pense au jour le plus long, ou à Un pont trop loin, ou à d'autres films de ce style, chacun s'exprime dans sa langue. On fait d'ailleurs appel en général à des stars de chacune des nationalités. Donc tout ça, Nolan n'en veut pas. Il ne veut pas de l'amiral Ramsay dans son QG à Douvres, en train d'essayer de coordonner cette opération de rapatriement. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que Nolan ne veut pas nous donner le point de vue qu'on peut trouver dans d'autres films. C'est un genre, alors qui, évidemment, on cite Un pont trop loin. Je dirais que peut-être que le dernier à avoir tenté d'avoir cette approche, c'est Clint Eastwood sur les deux films La mémoire de nos pères et Les lettres d'Iwo Jima, où là, il fait carrément deux films pour avoir le point de vue américain et un point de vue japonais, qui ne mélange pas, mais au fond, Clint Eastwood est un peu dans l'idée de ces films, de ces grands films. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que j'essaie de dire aussi que malgré ça, Nolan n'est pas si loin par moment de ces fameux films de guerre traditionnels, parce que si on pense, alors moi je vais prendre Le jour le plus long comme le film canonique, il y a quand même des points communs. Il y a l'idée d'abord qu'il faut quand même quelques stars. Donc là, ça va être Kenneth Branagh qui va endosser l'uniforme, si j'ose dire. Il faut les jeunes premiers totalement inconnus. Et il faut le jeune chanteur, Harry Styles,
qui était pourchassé par les midinettes dans tout Dunkerque pendant le tournage, et qui rappelle Paul Anka que l'on voit dans Le jour le plus long. Donc, y a quand même des points communs. Ça veut dire que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut, moi je trouve qu'il est vain de faire à Nolan le procès du film qu'il n'a pas voulu faire précisément. Il vaut mieux se demander comment il a voulu faire son film et avec quelle référence, plutôt que de le comparer à ces films dont j'essaie de dire qu'ils ne sont pas aussi pédagogiques que ce qu'on pourrait imaginer. On a l'impression que le film de guerre traditionnel, c'est celui qui explique bien l'événement. Si on regarde Le jour le plus long, c'est un film qui montre quoi? Il montre des généraux qui agitent des petits drapeaux, qui déplacent des drapeaux sur une carte, qui ne savent absolument pas ce qui se passe, et des soldats complètement paumés qui ne savent pas dans quel événement ils sont. Ce que dit Nolan en disant, lui, ce qui l'intéresse, c'est que les soldats ne savent même pas qu'ils sont dans ce que nous, on va appeler plus tard la bataille de Dunkerque, l'opération Dynamo. Il veut montrer cette manière dont l'acteur est lui-même désorienté dans l'histoire. D'une certaine manière, Le jour le plus long, qui est un film un peu anard de ce point de vue-là, montre c'est la fameuse scène où Richard Burton regarde un soldat allemand qui a 2 bottes avec le pied gauche et qui dit ça a l'air d'être aussi le bazar chez eux. Donc c'est un film qui n'est pas du tout l'apologie d'une opération bien menée, bien organisée. C'est des films qui déjà montraient ce que l'on pourrait qualifier pour reprendre le titre d'un documentaire fameux, du brouillard de la guerre. En fait, c'est 2 manières différentes d'aborder ce brouillard de la guerre, la manière dont les acteurs, qu'ils soient généraux, soldats, se perdent leurs repères quand l'événement surgit. Ce qui me fait penser à une scène à la toute fin du film qui, il me semble, n'a pas toujours été bien comprise. C'est la scène où les deux personnages rescapés donc de l'évacuation se trouvent dans un train, lisent la presse, pensent qu'ils vont être mal accueillis parce qu'ils ont un peu la honte et le trauma de cette expérience, et puis en fait se rendent compte que on les réconforte, et il y a même le Premier ministre Churchill qui a fait un discours qui à la fois relativise les choses en disant on ne gagne pas une guerre avec une évacuation, c'est le discours de Churchill, et en même temps qui contribue à en faire l'histoire, à le mythifier. Et beaucoup de commentateurs, il me semble, ont voulu voir là-dedans une forme de retombée de Nolan sur quelque chose d'assez patriotique, la Britishness fière d'elle-même. Il y a peut-être de ça. Et il me semble qu'il y a aussi l'idée que tant que un acteur extérieur n'a pas posé des mots sur leur expérience, eux-mêmes sont un peu perdus dans ce brouillard de la guerre, à la manière évidemment de Fabrice à Waterloo, à la manière de nombre de témoignages à la première personne de la Première Guerre mondiale, par exemple. C'est un procédé littéraire extrêmement classique, finalement, depuis Stendhal, de faire rêver des personnages dans une bataille qu'ils ne comprennent pas. Là, Nolan le transpose au cinéma, et cette scène finale vient ponctuer les choses, pas seulement, il me semble, pour glorifier la Grande-Bretagne, mais aussi pour dire, tant qu'il n'y a pas ces mots posés sur l'événement, il est très indécidable, en quelque sorte. Alors, c'est l'interprétation que je fais également de cette scène qui résout d'une manière attendu. Je veux dire, le discours de Churchill est extrêmement célèbre. Nous irons jusqu'au bout, nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers, les océans, nous nous battrons sur les plages. Enfin, on connaît ce discours, mais ce n'est pas la voix de Churchill, c'est la transcription dans le journal que l'on tend par la fenêtre du train, et qui est là plus effectivement pour résoudre le dilemme des personnages qui ne savent pas du tout ce qui leur est au fond arrivé. Si, ils savent très bien qu'ils n'ont eu qu'une obsession, c'était de fuir, c'était de traverser ce bout de mer qui faisait que l'Angleterre était si loin, si proche de la plage de Malo-les-Bains. Donc c'est vraiment la résolution de ce dilemme des personnages qui apparaît dans cette scène. Alors, quant à ce que vous avez appelé la Britishness ou la britannicité, elle est limpide. Elle est limpide dans le film. C'est un film qui est complètement j'allais dire imbibé, contaminé, pour rester dans l'air du temps, par la manière dont Christopher Nolan se représente l'événement en tant qu'Anglais, en tant que petit-fils d'un officier de la RAF mort pendant la guerre. Justement, sur cet aspect, qu'est-ce qu'on peut dire des sources d'inspiration de Nolan, de la manière dont sa propre culture a façonné son rapport à ce film ? Alors, là aussi, ma source principale, ce sont les entretiens. On n'a pas les archives de Nolan. Quand on
on est historien et qu'on parle d'un film, faut jamais oublier ces bases, c'est-à-dire si on peut accéder à de la documentation, à différentes versions de scénarios, c'est qu'on apprend des tas de choses très intéressantes. Là, on n'a pas aujourd'hui les archives de Nolan, mais on a quand même beaucoup de choses qui ont été imprimées et on a sa parole, de la manière dont lui explique la construction du projet. Et il dit des choses tout à fait intéressantes sur Nolan. Évidemment, ne peut pas se prévaloir, comme un certain nombre de cinéastes immédiatement après la guerre, d'une expérience combattante. Donc, ce qu'il met en avant, c'est d'abord une transmission familiale. Hein, il a été élevé dans le culte d'un héros de la RAF, et ça, on le voit, on l'entend, plus qu'on ne le voit d'ailleurs dans le film, au moment où le propriétaire du Moonstone, Monsieur Dawson, dit tiens, ça c'est en gros c'est le son d'un moteur Merlin, d'un Spitfire, sans même le regarder. Et les frères Nolan disent que voilà, eux aussi se souviennent qu'ils ont été bercés c'est presque une expérience pas très intellectuelle, mais sonore. Voilà, le bruit du Spitfire, le bruit du moteur a bercé leur enfance parce qu'on leur a dit que leur grand-père était un héros de guerre, il avait été pilote pendant la guerre. Dans cette mémoire familiale, il y a des choses plus étonnantes, puisque l'un des rares personnages féminins de Dunkerque est incarné, c'est une nurse, je pense, par Kim Hartman, qui est la tante de Christopher Nolan. C'est très famille chez les Nolan, famille au sens biologique, puisqu'il y a son oncle qui joue, John Nolan, qui joue également dans le film, et famille de cinéma, comme souvent. Mais donc, cette tante jouait à la télévision dans une série qui s'appelait Allo Allo, une sorte un peu dans l'esprit genre Papa Schultz, d'une série de la télévision de la BBC. Donc sa tante et les frères Nolan se souviennent très bien avoir assisté au tournage ou à regarder leur tante alors qu'ils étaient enfants ou adolescents. Pour eux, leur expérience, leur image de la guerre, c'était cette tante qui jouait dans cette série. Vous savez, ces séries parodiques où les Français sont présentés comme débrouillards, résistants, enfin des choses pas toujours d'une qualité extraordinaire. Mais enfin voilà, l'une des sources de Christopher Nolan, c'est l'atmosphère très britannique qui entoure la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et qui, pour moi, passe beaucoup par le son et par la composition musicale proposée par Hans Zimmer, en particulier à la fin, puisque Hans Zimmer s'inspire de Elgard, de ce qu'on appelle la variation Nimrod, qui est une musique que les Anglais jouent lors des commémorations de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment des marqueurs de ce qu'on pourrait appeler la britannicité du film, qui va donc se loger aussi bien dans le son d'un Spitfire que dans la bande sonore de Hans Zimmer. Donc alors je ne sais pas si on peut parler d'une mémoire patriotique, en tout cas, Nolan assume que l'événement Dunkerque pour un Anglais n'est pas le même que pour un Français, et que cet événement Dunkerque est incorporé dans une transmission, patriotique, qu'il a connue en tant que petit Anglais, que collégien, et qui transparaît dans le film parmi les sources qu'il mobilise. Il y a une autre source qui est fondamentale, on n'en a pas encore parlé, c'est que au fond, Christopher Nolan, ça peut nous décevoir, n'a pas de conseiller il n'y a pas de comité scientifique pour le film de Nolan. Il y a énormément de livres qui ont été publiés sur l'événement Dunkerque. Il a fait appel à quelqu'un qui est plutôt un enquêteur qui s'appelle Josh Levin, qui a écrit un livre qui s'appelle Les voix oubliées de Dunkerque. Il avait déjà fait les voix oubliées de la Somme. C'est quelqu'un qui travaille, et c'est ce qui plaît à Christopher Nolan, au plus près du témoignage. Christopher Nolan, ça peut être l'objet d'une discussion, des débats, ne lit pas des livres savants, il va lire des livres de témoignages, il va essayer d'avoir accès aux témoins, lui-même a rencontré des témoins, et il va faire appel donc à Josh Levin pour trouver des personnages ou créer des personnages. Aucun n'a une identité réelle, aucun des personnages du film de Dunkerque. Ça a d'ailleurs été reproché par certains descendants qui ont cru reconnaître leur aïeul dans l'un des personnages, en particulier le commandant Bolton, incarné donc par Kenneth Branagh. Donc non, il n'y a aucun personnage, ce sont des personnages, on peut dire, de synthèse ou génériques. Un des héros s'appelle Tommy,
C'est vraiment pas par hasard que Nolan choisit ce nom. Et ces personnages, ils composent leur expérience à travers des témoignages, soit qu'il a lu, soit qu'il a recueilli de la part des témoins eux-mêmes, ou ce qu'on sait par ailleurs, c'est-à-dire que l'Imperial War Museum, depuis très longtemps, archive des voix, des témoignages. Il y a des milliers d'heures de témoins des guerres qui ont été archivées donc, dans le musée, dans lequel Josh Levin a puisé pour ses propres recherches. Donc il y a une sorte à la fois de volonté de revenir à la source de l'événement au sens de la voix des témoins, de ceux qui l'ont vécu, mais en même temps il y a ce filtre extraordinaire qui est le cinéma, c'est-à-dire que Christopher Nolan compose aussi avec tout ce que l'histoire a pu faire de l'événement historique depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous avez parlé de britannicité assumée, c'est quelque chose qui a aussi fait réagir en France. Parmi les critiques qu'on a entendues à ce film, c'est une critique sur la place accordée aux Français dans le dispositif général de l'opération Dynamo et puis aussi dans l'économie narrative du film. C'est un personnage français qui incarne plus l'objet du soupçon que un personnage pris en bonne part. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette manière de représenter la France et les Français qui a ici beaucoup fait discuter? Alors, deux choses. C'est un débat qui a lui-même une histoire. On a évoqué le jour le plus long. Est-ce que vous vous souvenez, André, de la manière dont on présente les Français dans le jour le plus long? C'est Bourvil qui arrive. Il y a Bourvil avec sa bouteille. Bourvil avec sa bouteille de champagne. Bienvenue. Il y a le commando Kiefer. On est déjà dans la légende de la France libre présente au Casino de Ouistreham. On a la maîtresse de Darin Zanuck qui joue une résistante. En fait, tous ces personnages ont été ajoutés au cours, enfin pas le commando Kiefer, puisque le commando Kiefer lui-même faisait partie des conseillers militaires de Zanuck, mais les autres scènes ont été rajoutées. Ça, c'est la chance d'avoir pu consulter, je vous disais, les archives du jour le plus long, des scénarios successifs. En fait, on a fait appel à Romain Gary pour essayer de rajouter une petite touche française, parce qu'on s'était rendu compte, à la lecture du premier scénario construit sur un livre de témoignages, Le jour le plus long, là aussi c'était un lien avec Nolan, fondé sur des témoignages de première main. En fait, il n'y avait pas assez de Français. Donc on avait peur, dans la France des années 60, que le film soit mal reçu, et donc on va faire appel à Bourvil, le prêtre de la paroisse de Sainte-Mère-l'Église. On va rajouter des personnages parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas assez de Français. Ce qui est toujours compliqué, parce que ce sera jamais, comment peut-on, est-ce qu'il faut qu'il y ait des quotas? Je vois pas très bien comment cette question de la représentation peut être bien tranchée. Et puis en plus, les Français vont dire, il n'y a pas assez de Français. Et on rejoue la scène, certains tirant le film vers deux choses. C'était raviver de vieilles controverses qui serait un peu le côté Weekend à Zuidcock, en disant les Anglais qui nous laissent sur la plage. Ce qui est évidemment, les historiens ont montré que c'était un peu plus compliqué que ça pour le coup, que c'était une opération qui avait été coordonnée entre les deux états-majors. Donc on a cette idée, que chacun va trouver qu'il est sous-représenté. Et puis c'est pas selon les deux côtés de la Manche, on n'a pas non plus les mêmes critiques. Si vous regardez par exemple les critiques que le film a pu susciter côté anglais, un peu sur le même registre, c'est pas du tout l'absence de soldats français qui a choqué en Angleterre, c'est par exemple l'absence de soldats indiens. On a dit, oui, mais pendant l'opération Dynamo, il y avait toute une série de compagnies de soldats venus des Indes, sur les bateaux également. Il y avait que Nolan aurait blanchi le film. Donc ça, c'est une critique qui est souvent faite aussi au cinéma. Donc, pour le coup, pour faire une petite incise, c'est une critique entendue par Sam Mendes lui-même, descendant de soldats créoles de l'armée britannique, puisque dans 1917, très récent, là, il y a une présence très claire de troupes de couleur, d'origine antillaise, d'origine indienne, et ça, c'est quelque chose qui a été remarqué, y compris d'ailleurs critiqué par des gens très conservateurs qui disent qu'il y a beaucoup trop de gens de couleur à l'écran. Donc on voit que de toute façon, il y aura forcément des réactions de gens par rapport aux attentes qu'ils ont concernant ce type de représentation. Oui, je pense que chacun projette sur le film sa propre vision de l'histoire. Et au fond, le reproche qui est fait à Nolan, et qui est ce qui peut être souvent un débat sur le film, c'est qu'on fait au film un reproche un peu absurde d'incomplétude. Comme si un film allait, à lui tout seul, pouvoir raconter un événement. Vous parliez de Waterloo,
de Stendhal. C'est aussi absurde que de faire cette critique à Stendhal. Ça n'a pas de sens. Un film n'est qu'une contribution parmi d'autres à la reconstruction et non pas la reconstitution. On peut revenir sur cette nuance d'un événement. Nolan ne prétend pas faire le film ultime qui dirait tout de l'événement Dunkerque. Les critiques des historiens sont à la fois cette critique un peu générale en disant ça ne raconte pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire, raconter tout? Et après, c'est la critique de tiens, là, on reconnaît les bancs qui sont sur la plage de Malo-les-Bains, qui ont été construits dans les années 60. Après, voilà, la question d'anachronisme, là aussi, assumée de mon point de vue par Nolan, qui montre une vue générale d'un Dunkerque assez contemporain au début du film, dans le brouillard, parce qu'il n'est pas question de reconstruire la ville telle qu'elle était au moment de l'événement. Et donc lui, il va reconstruire seulement un mall, qui est quasiment une scène de théâtre. Comme j'étais dessus, c'était frappant, quand vous êtes figurant, vous êtes sur ce mall, vous dites, mais il fait vrai, et il résonne quand même comme une scène. C'est ça qui est assez troublant, et ce qui est, j'allais dire, marrant, c'est pas le mot, parce que les gens disent, tiens, c'est joli, on pourrait le garder après le tournage. Et là, on leur a dit, bah non, vous comprenez, ça n'a pas été fait selon des normes pour pouvoir accoster des bateaux, c'est un décor de cinéma. Mais il y a eu, vous voyez, dans le jeu entre le réel et la fiction, on peut absolument inverser les choses en disant, on peut reprocher au film de ne pas être réaliste, de ne pas avoir reconstruit le Dunkerque de 40, mais les Dunkerquois de 2016, parce que le film est tourné en 2016, sorti un an après, auraient souhaité que des éléments de cinéma restent dans le présent de la ville. Donc je pense qu'il faut être toujours prudent quand on commence à embrayer cette critique du film, parce qu'au fond, elle n'a pour moi pas de sens, en tout cas dans l'idée d'incomplet. Oui, forcément, un film n'est pas l'entièreté d'un événement, c'est absurde. Après, il y a des choix, le choix de l'unilatéralisme, le choix de quelques personnages qui ne sont pas des personnages historiques, et ces choix, Nolan les explique et les assume par rapport à son expérience, par rapport à l'histoire qu'il veut transmettre et par rapport aussi à une manière dont le cinéma a raconté ces histoires. On ne va pas demander, personne aujourd'hui n'aurait envie de refaire Le jour le plus long, ça n'aurait aucun sens. Donc, il y a une historicité de la représentation de l'événement dont les cinéastes sont peut-être plus conscients que les historiens parfois. Pour rester un instant et prolonger ce que vous venez de dire sur toute cette question du rapport au réel, il me semble que ce rapport au réel chez Nolan, il est médié par une volonté d'abstraction. Et ça, c'est sensible quand on voit la disposition des hommes sur la plage. Évidemment, Nolan sait, il me semble, qu'en mai 40, la plage de Dunkerque ou les plages de Dunkerque ne ressemblaient pas à ça, qu'il y avait un amoncellement beaucoup plus bordélique de gens, de choses, de matériel, etc. Mais le début du film, ce sont de longues colonnes vers la mer, dans une sorte de théâtralité, d'abstraction, à mon avis, totalement délibérée. Mais cette abstraction, elle va de pair avec un certain nombre de notations que j'ai trouvées pour le coup extrêmement réalistes en tant aussi qu'historien de la guerre, des choses que je n'avais jamais vues au cinéma. Le pilote de Spitfire qui note à la craie le carburant qui lui reste sur son tableau de bord, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est une petite notation, mais que je trouve extrêmement forte, extrêmement parlante visuellement pour faire comprendre ce que c'est qu'une mission qui a un temps limité. De la même manière, la nappe de pétrole collante dans laquelle sont pris les hommes après le naufrage d'un des navires, la terreur d'être piégé à l'intérieur d'un navire au moment du torpillage. On l'a déjà vu un peu dans des films de sous-marins comme Das Boot, mais peut-être pas de cette manière-là, avec cette puissance-là. Donc, je trouve que faire le procès du réalisme, c'est peut-être aussi passer à côté d'un certain nombre de notations visuelles ou matérielles du film qui sont très très puissantes sur ce que ça dit d'un événement guerrier. Oui, c'est tout le paradoxe et tout l'intérêt, à mon sens, justement, des œuvres qui essayent de scoltiner avec cette très grande difficulté qui est de raconter l'événement, raconter l'histoire. Ce que vous venez de dire sur la craie du Spitfire, moi, me rappelle un autre grand film et un autre détail dans un grand film, qui sont le sparadrap sur les lunettes dans l'Armée des Ombres de Melville. Il y a une scène tout à fait étonnante où Gerbier va être parachuté, on le voit qu'il scotche ou il attache ses lunettes. C'est quelque chose que Melville avait rajouté, c'est pas dans le texte de Kessel, et c'était sa propre expérience de résistant qui lui avait fait rajouter cette chose qui a l'air tout à fait banale et presque anecdotique, mais qui est le marqueur tout à coup qui est une irruption vers un geste, un détail que ne peut connaître au fond qu'un témoin, et qui a été soit vécu ou rapporté
à celui qui filme. Et donc c'est ça qui est tout à fait. Alors après, je pense qu'il faut ne pas essayer d'équilibrer, j'allais dire, les anachronismes versus les gestes qui eux sont parfaitement, ou les attitudes ou les manières de filmer qui tout à coup créent une sorte d'hyper réalité, mais se dire que tout ça fait partie du dispositif et du mode de production même du film, c'est-à-dire cette alchimie qui converge vers ce que nous allons voir à l'écran, et qui peut venir à la fois, dans le cas de Nolan, il a lui-même traversé, par exemple, la Manche en bateau, avec un de ses petits bateaux. Il en avait une expérience, d'ailleurs pas heureuse, ça s'est pas très bien passé. Et il dit qu'il s'est servi de cette expérience pour nous montrer l'expérience dans le Moonstone, le fait que un bateau, on peut se casser la figure. Enfin, il y a des tas de choses. Vous avez, là aussi, on projette. Vous avez votre expérience d'historien, d'historien de la guerre, vous a fait noter tel détail. Bon, moi qui fais aussi un peu de bateau, j'ai trouvé, tous les marins vont vous dire, le Moonstone, c'est très crédible. C'est vraiment comme ça que ça se passe à bord d'un petit bateau qui traverse la Manche. Donc c'est intéressant de voir que chaque spectateur, historien ou non d'ailleurs, va s'accrocher au film, et à la fois noter évidemment que il y aura forcément des écarts. Moi j'insiste toujours beaucoup sur reconstruction et reconstitution. L'histoire et le cinéma ont sans doute ça en commun, qu'ils procèdent de reconstruction, et qu'on n'est pas là pour voir une image parfaite, reconstituant. Je pense que ça, c'est une illusion dangereuse vers laquelle nous entraîne peut-être un univers de plus de jeux vidéo ou de réalité virtuelle ou d'immersion. Donc voilà, cette reconstruction est vraiment le projet de Nolan, et c'est vraiment ça qui fait le lien, me semble-t-il, entre le cinéma et l'histoire. On reste un instant sur le Moonstone, ce petit bateau dont le capitaine est un civil, joué par Mark Rylance. Ce personnage m'a beaucoup intéressé aussi parce que justement, j'ai vu aussi un écho de la Première Guerre mondiale. Cet homme qui dit à la génération plus jeune qu'on doit faire son devoir, qu'il faut y aller quand même, y compris quand il récupère un soldat joué par Cillian Murphy, traumatisé, qui ne veut pas retourner vers le front et qui dit il faut y aller. Il m'a semblé, c'est jamais dit dans le film comme tel, mais il m'a semblé que c'était un homme qui avait fait la Première Guerre mondiale et qui, d'une certaine manière, sentait qu'il était de son devoir de tenir son rôle dans la Seconde. Il me semble que là, dans le jeu temporel du film, dans les différentes trames temporelles qui s'entrecroisent, il y a aussi, il me semble, un rappel de la Première Guerre dans la Deuxième que j'ai trouvé intéressant. C'est vrai que ce personnage, donc Mark Rylance, c'est ce grand acteur de théâtre qu'on a vu, donne une dimension là aussi presque shakespearienne au film. Ce personnage incarne cette noria de petits bateaux. Alors on est dans quelque chose qui est l'exception qui confirme la règle, puisque comme on le voit d'ailleurs au moment où il part, les bateaux étaient réquisitionnés, pas les propriétaires des bateaux. C'était la marine anglaise qui avait réquisitionné tous les bateaux de petit tonnage disponibles, puisque les plages du Nord ne permettaient pas à des gros bateaux de venir s'approcher trop près, et donc il a fallu organiser cette noria de bateaux. Donc il représente le civil qui n'est pas là en fait, et son rôle est effectivement de transmettre à la génération suivante, et ça va aller jusqu'au bout dans le cas de l'un des deux garçons, puisqu'il part avec son fils Peter et un autre garçon qui s'appelle George. Ils vont tous les trois aller jusqu'au bout de cette confrontation de ces civils qui vont aller vers la guerre. Je parlais du film de 1958, Dunkerque, précédent. C'est le point commun entre les deux films. C'est là aussi un Little Ship qui va vers Dunkerque avec des civils, et qui est là pour marquer peut-être le souvenir de la Première Guerre mondiale et des valeurs du patriotisme, et pour montrer au fond que personne n'échappe à la guerre, que les civils sont dans la guerre. Ces scènes sur le bateau, ce huis clos que crée le bateau sont particulièrement fortes, avec, vous l'avez cité, ce personnage qui apparaît, c'est le soldat tremblant, il n'a pas de nom, qui tremble, et qu'on va revoir d'ailleurs dans un flashback tout à
tout à fait gaillard et réconfortant d'autres soldats encore plus tremblants que lui. Donc ces scènes à bord du Moonstone sont effectivement dans un registre moins guerrier, très très différent les trois espaces-temps au fond ont leur identité aussi dans l'histoire qu'ils racontent de l'avion, du bateau et de la jetée. Elles ont leur identité, elles résonnent en même temps avec ce qui me semble être un des thèmes du cinéma de Nolan. J'en suis pas un grand connaisseur, mais les quelques films que j'ai vus, il me semble qu'il y a souvent quelque chose qui tourne autour de la claustrophobie chez Nolan, de l'enfermement, dans Inception, l'enfermement, le fait de ne pas pouvoir sortir d'un rêve, dans Memento, c'est la mémoire. Ici, on est dans un film extraordinairement claustrophobe, et je trouve que la virtuosité du film est de le faire sentir, y compris à travers d'immenses espaces. C'est-à-dire qu'on est sur une plage gigantesque et pourtant on est totalement enfermé. On est dans des avions qui volent très vite avec des horizons superbes et pourtant on est dans un enfermement et parfois très réel quand l'avion s'écrase et qu'on n'arrive pas à sortir du cockpit. C'est un film pour moi qui est sur une forme de claustrophobie de la guerre montrée de manière exponentielle. Oui, c'est certainement pas un film à montrer avec claustrophobes. Il faudrait presque faire une annonce au départ parce que c'est vrai qu'entre le bateau échoué où se réfugient les soldats, le Moonstone, le Spitfire, il y a de fait, il y a aussi un autre enfermement que Nolan peut se permettre et vous avez tout à fait raison de souligner la continuité qu'on peut trouver entre ce film et les autres, c'est qu'il va par exemple enfermer Tom Hardy qu'on ne reconnaît pas ou à part les yeux dans son masque pendant tout le film, comme dans le dernier épisode de la trilogie de Batman. Voilà, Christopher Nolan peut se permettre de faire appel à Tom Hardy uniquement pour qu'on ne le voit pas, ou presque pas, parce que son visage est masqué en permanence, une forme aussi d'enfermement. Mais vous avez raison de souligner, là aussi, un cinéaste n'est pas seulement face à un événement historique dont il voudrait raconter, retransmettre une narration. Donc Nolan vient avec une famille pour tourner le film, une famille d'acteurs, Cillian Murphy, Tom Hardy, une famille technique, son chef opérateur est le même qu'Interstellar, et puis un certain nombre, vous les avez cités, d'obsessions par rapport au temps, par rapport à l'enfermement. Donc il y a la question, on reconnaît un film presque comme un tableau, c'est un Nolan. De ce point de vue-là, le Dunkerque n'est pas un film totalement en rupture par rapport à son œuvre. Il y a une rupture, c'est un film plus court de par sa construction, ce scaling of timelines. C'est un film au scénario d'une simplicité biblique, dit Nolan, par rapport à un film comme Interstellar, qui est quand même beaucoup plus complexe. Mais voilà, donc Nolan réinvestit aussi, remet en jeu, si j'ose dire, sa technique, l'utilisation de la caméra IMAX, l'absence d'effets spéciaux. On en a beaucoup parlé. Donc c'est vraiment le film, c'est le croisement d'une certaine vision de l'histoire qui est la sienne, construite par sa culture anglaise, par sa famille, par sa culture de cinéaste qui est immense, ce croisement avec une écriture qu'il ne réinvente pas, qui évolue avec des ruptures et des continuités par rapport à ses films et ses œuvres précédentes. Alors, il y aurait encore sans doute beaucoup de choses à discuter. On a peu parlé de la partition, de la nappe sonore extraordinaire et très angoissante de Hans Zimmer. On va peut-être arrêter là en vous disant évidemment, si vous n'avez pas aimé le film pour les raisons qu'on a évoquées, peut-être lui donner une deuxième chance en essayant de tenir compte de ce qu'on a essayé d'expliquer. Est-ce que vous avez, pour finir, peut-être des conseils de lecture pour prolonger un petit peu la discussion ? Alors, je recommande vraiment la lecture de cet entretien entre les deux frères Nolan. Ça a été publié en 2017, donc l'année de la sortie du film chez Faber. Donc, il y a des éléments de storyboard aussi, donc du film. Et puis, je recommande un article d'une collègue britannique, donc Penny Sommerfeld, qui a travaillé sur la mémoire. On n'a pas beaucoup parlé de la mémoire locale de l'événement dans le Dunkerquois, mais il y a aussi une mémoire anglaise avec les Little Ship qui continuent à traverser la Manche tous les 4 ans, malheureusement pas cette année. Donc cet article s'intitule Dunkirk and the Popular Memory of Britain at War, 1940-1958, donc dans le Journal of Contemporary History, un article de 2010, donc qui montre aussi toute l'épaisseur historique de l'événement Dunkerque,
de la manière dont le film de Christopher Nolan s'inscrit physiquement, j'allais dire déjà, dans la mémoire de l'événement dans le Dunkerquois, puisque des éléments de décor ont été conservés, puisqu'il y a un bateau qui s'appelle Princess Elizabeth, un bateau qui avait participé à l'événement, a participé au tournage du film et est toujours visible à Dunkerque, qui a été réaménagé après le tournage. Des photos rappellent aux visiteurs qui passent sur la plage que c'est là que le film a été tourné, en même temps qu'il rappelle que l'événement Dunkerque s'est produit là. Il y a dans Dunkerque beaucoup de panneaux qui interpellent le promeneur pour lui essayer de lui faire prendre conscience de l'événement qui a eu lieu. Il y a ce musée de l'opération Dynamo à Dunkerque où Nolan s'est rendu incognito pour faire des repérages. Donc il y a un certain nombre de lectures, mais il y a aussi des lieux. Il y a le Fort des Dunes qui est sur le Frincou, qui est ouvert à la visite, qui raconte là pour le coup l'histoire du sacrifice d'une division française qui protégeait la retraite des Anglais. Donc il faut lire, mais il faut venir marcher aussi sur les plages. Il faut, en tout cas, quand ce sera autorisé, puisque évidemment, ce sera dans quelques semaines, on espère qu'on pourra de nouveau le faire. Ben j'invite, c'est toujours remettre ses pas dans les pas du cinéma, c'est moins impressionnant que les pas de l'histoire, et en même temps, il y a un lien entre les deux, évidemment. Est-ce qu'on se souvient de la Libération ou de Paris brûle-t-il? Est-ce qu'on se souvient du débarquement ou du jour le plus long? Je pense que notre mémoire visuelle agrège beaucoup de documents d'archives, de films. Voilà, tout ça cultive notre goût de l'histoire, que l'on soit historien ou pas, et c'est vraiment la chose que le cinéma peut transmettre et doit transmettre aussi. C'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission notamment. Merci beaucoup Vincent Guignot. Je rappelle qu'on peut vous lire évidemment avec Christian Delage dans L'Historien et le film, republié récemment chez Gallimard. Est-ce que vous êtes disponible si jamais Nolan adapte le débarquement de Dieppe en 1943 pour faire de la figuration? Je serais vraiment trop vieux là pour pour faire de la figuration. Ça restera une expérience unique et totalement inoubliable. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.